ne viens pas à notre Noël, regarde la diffusion en direct. Alors, j'ai annulé le paiement de 50 000 $. Mes parents m'ont envoyé un email disant que je n'étais pas le bienvenu à notre Noël en famille, après que j'avais déjà envoyé 30 000 $ pour leur fonds de retraite. Si tu veux nous voir, regarde en direct. J'ai répondu, bien sûr, profitez de vos vacances. Puis j'ai appelé ma banque. Le lendemain matin, 43 appels manqués. Je suis Michael Reynolds, j'ai 35 ans, et le Noël dernier, ma propre famille m'a dit que je n'étais pas le bienvenu à notre réunion familiale. Après que j'avais déjà contribué 30 000 $ pour la maison de vacances qu'ils célébraient, ils m'ont dit de les regarder en direct. Avant de vous raconter les 43 appels manqués que j'ai reçus le lendemain matin et comment j'ai complètement démoli leur monde avec un seul appel téléphonique et un ordinateur portable, faites-moi une faveur et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires arrivent. Très bien, commençons. L'email est arrivé dans ma boîte de réception à 19h42 un mardi. Je me souviens de l'heure exacte parce que j'étais sur le point de fermer mon ordinateur portable. Ça avait été une longue journée à mon travail d'ingénieur logiciel à Seattle, le genre de journée où votre cerveau se sent comme une éponge essorée. Tout ce que je voulais, c'était un dîner tranquille et une heure de télé sans réfléchir. L'objet était simple, plan de Noël, Xo-maman. Un petit sourire a touché mes lèvres. Noël. C'était la seule période de l'année où je sentais que tout mon travail acharné en valait la peine. Pendant 4 ans, j'avais été le pilier financier de la famille. Depuis que l'entreprise de construction de mon père avait fait faillite quand j'étais à l'université, j'étais celui qu'ils appelaient le fiable, le pourvoyeur. Et honnêtement, une partie de moi aimait être ce gars, celui qui pouvait arranger les choses. Cette année était censée être spéciale. Ils avaient finalement acheté une maison de vacances à Aspen, un endroit pour que nous nous réunissions tous. Ma contribution de 30 000 $ était ce qu'ils avaient appelé la poussée finale pour y arriver. J'ai visualisé la neige, la cheminée, toute la famille ensemble sous un même toit. Mon toit, d'une certaine façon. J'ai cliqué pour ouvrir l'email. Mon sourire s'est estompé. Les mots sur l'écran semblaient se brouiller pendant une seconde, et j'ai dû cligner des yeux pour les remettre au point. Salut, chérie, commençait-il dans le ton habituel désinvolte de ma mère. Tellement excité pour notre premier Noël à Aspen. Ça va être absolument fabuleux. Maintenant, nous avons une petite mise à jour. La merveilleuse Jessica de David fait venir sa famille pour se joindre à nous, et nous voulons faire une excellente impression. Pour garder les choses intimes et gérables, nous avons décidé qu'il était préférable d'avoir un groupe plus petit cette année. Nous voulons être entourés du bon type de personnes, tu sais. Le bon type de personnes. Cette phrase m'a frappé comme un coup physique. Mais nous ne voulons pas que tu manques le plaisir, continuait l'email. Nous allons mettre en place une diffusion en direct de l'ouverture des cadeaux et du dîner de Noël. Ce sera comme si tu étais juste ici avec nous. LOL. 3 lettres qui ont semblé comme une gifle au visage. Je me suis appuyé dans ma chaise, le cuir grinçant dans l'appartement silencieux. Ce n'était pas seulement l'exclusion. C'était la cruauté désinvolte de tout ça. La suggestion que ma présence était un inconvénient, quelque chose à gérer, tandis que mon argent était essentiel. J'étais assez bon pour financer la fête, mais pas assez bon pour y assister. Je n'ai pas ressenti de colère. Pas encore. C'était quelque chose de plus froid, plus lourd. Une clarté soudaine et glaciale. J'ai relu l'email, et cette fois les mots étaient tranchants comme du verre. J'ai vu mon rôle dans leur vie avec une précision parfaite et douloureuse. Je n'étais pas un fils. J'étais un distributeur automatique. Mes doigts se sont dirigés vers le clavier. J'ai tapé 4 mots, mon visage illuminé par la lumière bleue froide de l'écran, bien sûr. Profitez de vos vacances. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai pris mon téléphone, mon pouce planant au-dessus de l'application bancaire. Un virement en attente était programmé pour le lendemain matin. Titre, Maison Aspen, finale. Montant, 50 000 $. L'application a envoyé une notification, ce virement sera traité dans 24 heures. Souhaitez-vous approuver maintenant? J'ai regardé les 2 boutons sur l'écran. Approuver. Annuler. Mon pouce a légèrement tremblé en se dirigeant vers la deuxième option. Avant d'appuyer sur ce bouton, vous devez comprendre que ce n'était pas à propos d'un email. C'était à propos de 20 ans d'emails, d'appels téléphoniques et de sacrifices silencieux. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'un chameau qui était chargé depuis que j'étais adolescent. Laissez-moi vous ramener en arrière. J'avais 17 ans. L'air dans notre petite maison était toujours épais d'une tension qu'on pouvait goûter. Mon père, Robert, venait de perdre son entreprise de construction. Il se promenait dans la maison comme un fantôme, les épaules perpétuellement affaissées. Ma mère, Hélène, avait ses longs appels chuchotés dans la cuisine, sa voix tendue de panique,
tandis que mon petit frère, David, qui avait 10 ans à l'époque, était dans sa chambre en train de jouer sur une Nintendo 64 toute neuve, un cadeau d'anniversaire qu'ils avaient d'une manière ou d'une autre encore réussi à se permettre. Je travaillais à mon premier vrai emploi. C'était dans un fast-food graisseux appelé Burgerama. Je rentrais à la maison chaque soir en sentant les oignons frits et le regret, mon visage gras avec l'acné d'adolescent et la graisse de la cuisine. Je me souviens d'un vendredi soir avec une clarté brutale. Je venais de recevoir ma paie, $78,50 en liquide, rangée dans une enveloppe de papier fin. Je suis entré dans la cuisine, et ma mère était assise à la table, la tête dans les mains. Elle ne pleurait pas, mais elle faisait ses petits sons brisés. Papa regardait par la fenêtre, le dos tourné à nous deux. Le chèque d'hypothèque va être rejeté, a-t-elle chuchoté, sans me regarder. Je n'ai même pas hésité. J'ai sorti l'enveloppe de ma poche. Le papier était doux et usé d'avoir été dans mon jean toute la journée. Je l'ai posé sur la table devant elle. Tiens, ai-je dit. Ma voix s'est cassée. Elle a levé les yeux, ses yeux bordés de rouge. Elle a pris l'enveloppe, ses doigts traçant mon nom griffonné sur le devant. Oh, Michael. Tu es notre sauveur. À travers l'embrasure de la cuisine, je pouvais entendre les petits jingles triomphants d'un jeu vidéo. David venait de passer un niveau. Personne ne lui a demandé son argent de poche. Personne ne s'attendait à ce qu'il se sacrifie. Il était l'enfant doré, celui qui devait être protégé de la laideur de notre réalité. J'étais celui qui arrangeait les choses. Cette nuit-là, mon rôle a été définitivement attribué. Quelques années plus tard, j'étais en 2e année d'université. Je m'en sortais bien, maintenant une moyenne de 4,0 en informatique. J'avais travaillé dur au lycée pour obtenir une bourse, et je la faisais compter. Le monde commençait enfin à paraître grand, plein de possibilités. Je venais d'être accepté dans un programme d'échange en Allemagne. Un semestre entier. C'était mon rêve. La lettre d'acceptation, imprimée sur du papier épais et cher, était posée sur le bureau de mon dortoir comme une relique sacrée. Puis le téléphone a sonné. C'était mon père. Sa voix avait un ton faussement joyeux que j'avais appris était son signal pour de mauvaises nouvelles. Salut, champion. Comment ça va? Ça va super, papa. J'ai été accepté dans le programme allemand. Il y a eu une pause. Oh, waouh. C'est fantastique, fiston. Vraiment. Mais l'énergie dans sa voix s'est dégonflée comme un pneu crevé. Écoute, les choses sont encore un peu difficiles à la maison. Ta mère et moi, nous essayons de nous remettre sur pied. J'ai cette idée pour une nouvelle entreprise de conseil, mais ça prend du temps, tu sais. Nous sommes juste un peu en retard sur, et bien, surtout. Il n'avait pas besoin de le dire. Je pouvais tout entendre dans les espaces entre ces mots. La honte, le désespoir, l'appel non dit. J'ai regardé la lettre d'acceptation sur mon bureau. La police gothique de l'université allemande semblait se moquer de moi. Mon rêve d'un côté de la balance, la survie de ma famille de l'autre. Était-ce même un choix? Je vais trouver un travail, je me suis entendu dire. Les mots semblaient venir de quelqu'un d'autre. Je peux prendre une charge de cours plus légère. J'enverrai de l'argent à la maison. Le soulagement dans sa voix était immédiat et écrasant. Michael, tu es le sauveur de cette famille, a-t-il dit. Les mêmes mots exacts que ma mère avait utilisés des années auparavant. Je te promets. Fiston, c'est la dernière fois. La dernière fois absolue que nous aurons besoin que tu te sacrifies comme ça. Nous te revaudrons ça. Ce n'était pas la dernière fois. C'était juste le début d'un long schéma répétitif. Je ne suis jamais allé en Allemagne. J'ai obtenu mon diplôme et trouvé un bon emploi dans la scène technologique florissante de Seattle. Et les demandes n'ont jamais cessé. Réparation de voitures, nouveau toit, frais de scolarité universitaire de David. Parce qu'il devait se concentrer sur ses études, pas travailler. Ma vie est devenue une série de virements bancaires, chacun rongeant mes propres rêves de voyager, d'acheter ma propre maison, de vivre une vie qui ne soit pas dictée par leurs besoins. David est devenu celui qui réussissait à leurs yeux. Il a obtenu un diplôme en marketing, décroché un emploi confortable que je soupçonne que les anciens contacts de mon père l'ont aidé à obtenir, et a épousé Jessica, une femme qui semblait avoir une maîtrise en agression passive. J'étais juste Michael, le gars à Seattle, le portefeuille ouvert. Ce qui me ramène au présent, regardant mon téléphone. Le lendemain soir, j'étais dans un bar miteux avec mon meilleur ami, Thomas. Thomas et moi sommes amis depuis la maternelle. C'est le genre de gars qui vous confronte quand vous déconnez. C'est un charpentier avec des mains calleuses et une attitude directe. Il était la seule personne qui connaissait l'étendue complète de la dépendance de ma famille envers moi. J'ai poussé mon téléphone sur la table collante, l'email ouvert. Lis ça. Il l'a lu, son expression illisible. Il a fait glisser le téléphone vers moi. Waouh.
Ouais, ai-je dit, prenant une longue gorgée de ma bière. Tu es surpris, a-t-il demandé, sa voix douce mais ferme. J'y ai réfléchi. L'étais-je? La partie diffusion en direct est un nouveau niveau bas, ai-je admis. Mais le reste? Non, je pense que je ne suis pas surpris. Encore, Mike, a-t-il dit, secouant lentement la tête. C'est comme s'il utilisait la même stratégie encore et encore. Tu te souviens de ton 30e anniversaire? J'ai grimacé. Comment pourrais-je oublier? J'avais donné 5 000 $ pour qu'ils organisent une grande fête commune pour moi et mon père, dont l'anniversaire était le même mois. J'avais imaginé un grand barbecue dans le jardin, des amis, de la famille. Une vraie célébration. Une semaine avant la fête, ils ont appelé. Surprise, avait gazouillé ma mère. Nous avons utilisé l'argent pour réserver une croisière surprise d'anniversaire de mariage pour nous. Nous savons que tu voudrais qu'on soit heureux. J'ai passé mon 30e anniversaire à manger de la pizza seul dans mon appartement. C'est différent, cependant, ai-je dit plus à moi-même qu'à lui. Cette maison d'Aspen, c'était censé être pour nous tous. C'était tout l'intérêt. Vraiment? Thomas a défié, se penchant en avant. Où était-ce leur nouveau trophée? Un moyen de rivaliser avec la famille de Jessica et tous leurs autres amis riches? Un trophée que tu as payé? Ces mots ont fait mouche. Il avait raison. J'avais financé une illusion. L'illusion d'une famille heureuse et reconnaissante qui m'incluait. Mais l'email l'avait brisé. Je ne faisais pas partie de l'image. J'étais juste le gars qui avait acheté le cadre. Ils ne veulent pas seulement ton argent, Mike, a dit Thomas, sa voix sérieuse. Ils veulent ta vie. Chaque fois que tu as un rêve, un plan, quelque chose pour toi, ils ont une crise que seul toi peux résoudre. Ils ont besoin que tu restes dans ta boîte. Au moment où tu commences à en sortir, ils te repoussent dedans. Nous sommes restés silencieux un moment, les sons du bar s'estompant en arrière-plan. Il y a encore 50 000 $ programmés pour sortir demain matin, ai-je dit doucement, pour les rénovations et les taxes foncières. Thomas a levé un sourcil. Il n'a rien dit, m'a juste regardé. La question planait dans l'air entre nous, lourde et inévitable. Il ne pense pas sérieusement que tu vas encore envoyer ces autres 50 000 $, si? J'ai ressorti mon téléphone et ouvert l'application bancaire. L'écran brillait dans la lumière tamisée du bar. Approuvé. Annulé. J'ai regardé Thomas. Il a juste hoché la tête, un petit sourire triste sur le visage. Il a compris. Mon pouce, ne tremblant plus, s'est déplacé avec un étrange sentiment de calme. J'ai appuyé sur annuler. Un écran de confirmation est apparu. Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce virement? Cette action est définitive. J'ai regardé les mots. Cette action est définitive. Une vague de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années m'a submergé. Ça ressemblait au pouvoir. Mon pouvoir. Pour la première fois, j'étais celui qui prenait une décision finale sur ma propre vie, mon propre argent. J'ai appuyé sur confirmer. L'écran a clignoté. Virement annulé. J'ai pris une profonde inspiration. C'était fait. La première brique d'un nouveau mur était posée. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver, mais je savais une chose avec certitude. Les jours où j'étais le distributeur automatique de la famille étaient terminés, et j'avais le sentiment que les frais de retrait allaient être élevés. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant mon réveil. Pendant une seconde, je suis resté dans l'obscurité silencieuse de ma chambre, un étrange sentiment de paix s'installant sur moi. C'était le calme avant la tempête, mais je ne le savais pas encore. J'ai fait ma routine matinale, café, douche, actualité à la télé. Ça ressemblait à n'importe quel autre mercredi. Puis mon téléphone a vibré. C'était un message de ma mère. Bonjour, chérie. Je vérifie juste si tu as envoyé le virement? L'entrepreneur commence aujourd'hui. Tellement excité. Je l'ai lu et j'ai posé le téléphone sur le comptoir. Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard, il a vibré à nouveau. Cette fois, un appel. Maman. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Je servais une deuxième tasse de café quand ça a vraiment commencé. Appel de mon père. Je l'ai ignoré. Un appel de David. Ignoré. Un autre de maman. Puis un message de papa. Michael. Appelle-moi. C'est important. Quand je suis parti au travail, j'avais cet appel manqué et une série de messages de plus en plus frénétiques. J'ai mis mon téléphone en silencieux et l'ai glissé dans ma mallette. Toute la journée au travail, j'ai senti une vibration de bas niveau dans mon sac. Un bourdonnement constant et en colère. Comme un frelon piégé. Je l'ai ignoré. Je me suis concentré sur mon code, sur les réunions, sur les détails banals de mon travail. C'était une expérience étrange, hors du corps.
Je savais qu'un ouragan de catégorie 5 faisait rage dans ma poche. Mais dans mon petit cubicle, l'air était immobile. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai finalement regardé mon téléphone. L'écran était une mer de notifications rouges. 43 appels manqués. De maman, papa, David. Même un de Jessica, ce qui était une surprise. Et les messages vocaux. J'ai appuyé sur lecture sur le premier de ma mère, sa voix enjouée. Salut, chérie. C'est moi. Je les ai fait défiler rapidement, écoutant le ton changer. La gaieté s'est transformée en confusion. As-tu reçu mon message? Puis en irritation. Michael, l'entrepreneur attend. Et finalement, en pure panique non filtrée. Michael, où est l'argent? Criait son dernier message vocal. Sa voix stridente. L'entrepreneur menace d'abandonner le travail. Il dit qu'on doit lui payer des frais d'annulation. Qu'est-ce que tu as fait? Appelle-moi tout de suite. Ceux de mon père étaient plus courts et plus directs. Sa voix se tendait à chaque message. Fiston, ce n'est pas drôle. Appelle-moi. Maintenant. Tu crées un très, très gros problème. J'ai gardé le meilleur pour la fin. David. Son premier message était confus. Son dernier était de la pure rage. Je ne sais pas quel genre de jeu malade tu joues, mais tu ruines tout. Les parents de Jessica sont censés venir voir la maison finie dans 2 semaines. Tu es égoïste. Tu es un égoïste. Il s'est terminé par une série de jurons. Je les ai tous supprimés. Chacun d'eux. Un étrange sentiment de détachement m'a envahi. C'était comme regarder un film sur la famille chaotique de quelqu'un d'autre. L'acte final de la représentation du soir a commencé par des coups forts et insistants à la porte de mon appartement. Je savais qui c'était avant même de regarder par le Judas. David était là, son visage rouge et taché, ses cheveux en désordre. Il avait l'air d'avoir conduit tout le chemin depuis sa vie de banlieue parfaite dans un état de pure fureur. J'ai ouvert la porte. David. Laisse-moi entrer, a-t-il exigé, me dépassant dans mon salon. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui ne va pas chez moi, ai-je dit calmement, fermant la porte. Tu sembles être celui qui est contrarié. Contrarié, il a ri, un son court et aboyant. Contrarié? Je suis au-delà de contrarié. Maman est en larmes. Papa est sur le point d'avoir une attaque. Et la maison d'Aspen est un désastre. Tout ça parce que tu as décidé de faire une crise de colère enfantine. Je l'ai juste regardé. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas défendu. Je l'ai juste laissé s'épuiser. Des années, Michael. Des années nous avons tous travaillé pour ça. Papa rêve d'un endroit comme ça. Un héritage pour la famille. Le rêve de papa, ai-je dit, ma voix basse mais tranchante. Ou ton rêve? Le rêve de Jessica? Parce que pour autant que je sache, j'étais celui qui payait pour ça. Ce n'est pas à propos de l'argent, a-t-il crié, sa voix se cassant. Ah non, ai-je répondu. Ça semble être seulement à propos de l'argent. Quand mon argent coule, je suis un bon fils, un bon frère. Au moment où j'arrête, je suis égoïste. Je fais une crise. Dis-moi, David, quelle partie de votre héritage familial n'est pas à propos de mon argent? Il est resté momentanément sans voix. Il a fait les 100 pas dans mon salon, passant ses mains dans ses cheveux. Tu fais de tout ça à propos de toi. C'est toujours à propos de toi. Tu ne peux pas juste être heureux pour nous. Heureux pour vous? J'ai presque ri. Vous m'avez désinvité de Noël. Vous m'avez dit de regarder ma famille sur un écran d'ordinateur. De quoi exactement suis-je censé être heureux? Il a eu la décence de détourner le regard pendant une seconde. Mais alors son visage s'est durci à nouveau, et la colère est revenue. Mélangée à un nouveau type de justification. Écoute, c'était l'idée de maman. Et de Jessica. Jessica essayait juste d'aider. Aider, ai-je demandé. Aider comment? Et alors il l'a dit. La phrase qui a tout changé. La phrase qui a prouvé que ce n'était pas juste de l'égoïsme. C'était une campagne calculée. Elle a dit à maman et papa que tu avais été, eh bien, un peu collant dernièrement. Émotionnellement, a-t-il dit, trébuchant sur les mots comme s'il les essayait. Elle pensait que tu étais peut-être un peu instable, et que le mieux pour toi était de te donner un peu d'espace, de te laisser te ressaisir. Elle s'inquiétait pour toi, mec. Nous nous inquiétions tous. Voilà. Ce n'était pas juste que j'étais un inconvénient. Ils avaient créé un narratif. Une histoire où j'étais le problème. Je n'étais pas le pourvoyeur stable et fiable. J'étais le frère instable et émotionnellement nécessiteux qui devait être géré pour son propre bien. C'était un mensonge conçu pour justifier leur cruauté, pour faire d'eux les héros de l'histoire pendant qu'ils encaissaient mes chèques. C'était brillant.
C'était dégoûtant. Un feu froid a commencé dans mon ventre. Toute ma vie, j'avais avalé ma colère, ma déception. Je l'avais transformée en carburant pour travailler plus dur, pour fournir plus, pour essayer de gagner l'amour qu'il donnait gratuitement à David. Plus maintenant. Sors, ai-je dit. Ma voix était dangereusement basse. Quoi? David a arrêté de faire les 100 pas. Nous n'avons pas fini de parler de ça. Si, nous avons fini, ai-je dit, marchant vers la porte et l'ouvrant. Je veux que tu quittes mon appartement. Maintenant. Il m'a regardé, sa bouche s'ouvrant et se fermant. Il voyait une version de son grand frère qu'il n'avait jamais vue auparavant. Celui qui ne réparait pas, qui ne cédait pas. Celui qui disait non. Tu vas le regretter, Michael, a-t-il dit. Sa voix descendant à un sifflement. La seule chose que je regrette, David, ai-je dit, le regardant droit dans les yeux, c'est de ne pas avoir fait ça il y a 20 ans. Il est resté là encore une seconde, une tempête de confusion et de rage sur son visage. Puis, vaincu, il est sorti. J'ai fermé la porte derrière lui, le clic de la serrure résonnant dans l'appartement silencieux. J'ai appuyé mon front contre le bois frais de la porte et j'ai respiré. Ce n'était pas la fin. C'était juste la fin du commencement. La vraie tempête était encore à venir. Les jours suivants ont été silencieux, étrangement silencieux. Pas d'appel, pas de message. C'était le calme au milieu de l'ouragan, et c'était presque plus troublant que la tempête elle-même. Je savais qu'ils se regroupaient, planifiant leur prochain mouvement. Ma famille, j'apprenais, traitait chaque problème comme une négociation commerciale, et ils venaient de perdre le premier round. Thomas m'a appelé vendredi soir. Alors, tu es vivant là-bas? Encore en train de respirer, ai-je dit. Esquissant un sourire pour la première fois depuis des jours. J'ai entendu par la rumeur publique, mon cousin connaît votre entrepreneur d'Aspen, que l'enfer s'est déchaîné, a-t-il dit. Ils ont annulé les armoires de cuisine personnalisées et le nouveau jacuzzi. La rumeur dit que tes parents se démènent pour trouver un prêt-relais juste pour couvrir les pénalités pour rupture de contrat. Une partie de moi aurait dû se sentir coupable, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien ressenti, une ardoise vierge. Alors, quel est ton prochain mouvement? A demandé Thomas. Je n'en ai pas, ai-je admis. J'attends juste. Laisse-moi te demander quelque chose d'homme à homme, a-t-il dit, son ton devenant sérieux. S'ils venaient vers toi maintenant, tous, et te donnaient de vraies excuses sincères, enverrais-tu l'argent? J'y ai réfléchi longuement, visualisant la scène. Les larmes de crocodile de ma mère, l'expression douloureuse de mon père, la contrition forcée de David. Non, ai-je dit, la réponse venant avec une certitude surprenante. Pourquoi pas? Parce que les mots sont bon marché, Thomas, ai-je dit, et je ne m'étais jamais senti plus sûr de quelque chose dans ma vie, surtout quand les gens sont désespérés. Je commençais à réaliser que l'amour de ma famille était entièrement transactionnel. Leurs excuses ne seraient qu'une nouvelle monnaie qu'ils essayaient d'utiliser pour acheter ce qu'ils voulaient. Je ne vendais plus. Après avoir raccroché avec Thomas, je ne pouvais pas rester assis. Le silence de mon appartement semblait suffocant. J'avais besoin après avoir raccroché avec Thomas, je ne pouvais pas rester assis. Le silence de mon appartement semblait suffocant. J'avais besoin de faire quelque chose de proactif. Cette phrase que David m'avait lancée, Jessica pensait que tu étais instable, continuait de tourner dans ma tête. Ce n'était pas juste une insulte, c'était une stratégie, et ça marchait. Ils me peignaient comme le méchant dans leur histoire. Mais j'étais ingénieur logiciel. Toute ma carrière était construite sur la logique, sur la recherche de motifs dans le chaos, sur le fait de creuser à travers des couches de code pour trouver la racine d'un problème. Pour la première fois, j'ai décidé d'appliquer cet ensemble de compétences à ma propre vie. J'ai versé un verre de whisky, me suis assis à mon ordinateur, et j'ai commencé à creuser. Je ne cherchais rien de spécifique. Je voulais juste comprendre, voir l'ensemble du tableau. J'ai commencé avec l'ancienne entreprise de mon père, Reynolds et son contracting. J'ai cherché dans d'anciens journaux d'affaires locaux, des archives de nouvelles du début des années 2000. J'ai trouvé des articles sur leurs grands projets, leur application communautaire. Et puis, j'ai trouvé les articles sur leur effondrement. Ils racontaient tous la même histoire, celle qu'on m'avait racontée toute ma vie. Le marché avait pris un coup, un gros client avait fait défaut, et ils étaient victimes de malchance. C'était une histoire triste mais commune. Mais quelque chose semblait bizarre. Les chiffres ne collaient pas vraiment. Une entreprise qui réussit n'évapore pas simplement du jour au lendemain à cause d'un mauvais contrat. Un article mentionnait l'associé de mon père, un homme nommé Frank Peterson. Je me souvenais vaguement de lui de mon enfance. Un gars bruyant et joyeux avec un gros rire. L'article disait qu'il avait pris sa retraite en Arizona après que l'entreprise ait fermé. Sur un coup de tête, j'ai tapé son nom dans un site PeopleFinder auquel j'avais un abonnement. Et il était là, Frank Peterson, 72 ans, avec un numéro de téléphone listé à Scottsdale.
Mon cœur a commencé à battre fort. C'était fou. Qu'est-ce que j'allais dire? Salut, vous ne me connaissez pas, mais je suis le fils de votre ancien associé, et j'aimerais que vous me disiez pourquoi ma vie a été construite sur une fondation de servitude financière. Mais l'envie de savoir, de finalement comprendre le pourquoi, était plus forte que mon hésitation. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro avant de pouvoir me convaincre du contraire. Une voix âgée et rauque a répondu à la troisième sonnerie. Allô, est-ce Frank Peterson, ai-je demandé, ma propre voix sonnant étrange à mes oreilles. Qui demande, a-t-il dit, son ton méfiant. Mon nom est Michael Reynolds. Je suis le fils de Robert Reynolds. Il y a eu un long silence de l'autre côté de la ligne. Je pouvais entendre le faible son d'une télévision en arrière-plan. Le fils de Bobby, a finalement dit Frank, sa voix s'adoucissant légèrement. Waouh, ça fait longtemps. Tu n'étais qu'un petit garçon la dernière fois que je t'ai vu. Que puis-je faire pour toi, fiston? Je sais que c'est inattendu, ai-je commencé, choisissant mes mots soigneusement. J'ai enquêté sur l'ancienne entreprise de mon père. J'essaie juste de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Une autre pause, celle-ci plus lourde que la première. C'est de l'histoire ancienne, gamin. Pourquoi remuer de vieux os? Parce que ces vieux os affectent encore ma vie aujourd'hui, ai-je dit, une nouvelle audace dans ma voix. J'ai besoin de connaître la vérité, monsieur Peterson. La vraie vérité. Il a soupiré, un son long hélas qui semblait voyager à travers le temps. Ton père était un bon homme, Michael. Un grand constructeur. Mais il avait un angle mort. Il faisait trop confiance aux gens. Que veux-tu dire? L'entreprise était solide, a dit Frank. Sa voix baissant, comme s'il partageait un secret. Nous gagnions de l'argent à l'appel. Mais il y avait un trou. Un trou financier qui ne faisait que s'approfondir. Peu importe combien nous rapportions, l'argent juste disparaissait. Mon sang s'est glacé. Un trou? Quel genre de trou? Ton père. Il avait un problème, a dit Frank. Et je pouvais entendre la douleur dans sa voix. La culpabilité d'un vieux secret. Ce n'était pas le marché qui a coulé l'entreprise, fiston. C'était les tables. Ces maudites tables à Vegas. Le mot est resté suspendu dans l'air. Vegas. Mon père. Ai-je chuchoté, la pièce commençant à tourner. Il jouait? Il appelait ça divertir les clients, a dit Frank tristement. Mais ça a dérapé. Vraiment dérapé. À la fin, il avait tout brûlé. Ses économies, mes économies, le capital opérationnel de l'entreprise. Il ne restait plus rien. Nous avons dû déclarer faillite pour arrêter l'hémorragie. Je me suis enfoncé dans ma chaise, le téléphone semblant lourd comme une brique dans ma main. Ce n'était pas de la malchance. Ce n'était pas un mauvais marché. C'était un mensonge. Toute ma vie d'adulte, chaque sacrifice que j'avais fait, était basé sur un mensonge. Je ne sauvais pas ma famille du malheur. Je payais les dettes secrètes de mon père. Je finançais sa dépendance, puis je finançais le mode de vie qu'il avait construit sur ses ruines. Je suis désolé, gamin, a dit Frank doucement. Je n'aurais probablement pas dû te le dire, mais tu mérites de savoir. Ton père. Il a tout mis sur toi, n'est-ce pas? Oui, ai-je soufflé, le seul mot portant le poids de 20 ans. Il l'a fait. J'ai raccroché le téléphone. Le silence de mon appartement n'était plus suffocant. Il était clarificateur. J'avais finalement la racine du problème, et je savais avec une certitude qui m'a glacé jusqu'aux os que la prochaine fois que ma famille viendrait pour moi, je serais prêt. J'avais la vérité, et la vérité, j'étais sur le point de découvrir, était une arme. La confrontation est venue 2 jours plus tard, mais ce n'était pas selon leurs termes. Il n'y a pas eu d'intervention dans un restaurant. Ils ont choisi un champ de bataille où ils pensaient avoir l'avantage ultime. Ma propre maison. Je suis rentré du travail un lundi soir, épuisé et prêt à juste fermer le monde. En mettant ma clé dans la serrure, j'ai remarqué que ça semblait différent. Ça tournait trop facilement. Un frisson d'inquiétude a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai poussé la porte, et mon sang s'est glacé. Ils étaient tous là, assis dans mon salon, comme un tribunal. Mon père, Robert, assis dans mon fauteuil préféré, essayant d'avoir l'air patriarcal et inquiet. Ma mère, Hélène, était sur le canapé, tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir, et à côté d'elle, David et Jessica, assis droits comme des piquets, leur visage un masque d'indignation vertueuse. Ils avaient utilisé leur clé de secours. Ils avaient envahi mon espace, mon sanctuaire. Le message était clair. Tu ne peux pas nous fuir. Nous te possédons. Pendant un moment, personne n'a parlé. Les 4 m'ont regardé, un mur de jugement silencieux et suffocant. L'ancien moi se serait recroquevillé. L'ancien moi aurait commencé à s'excuser, demandant ce qui n'allait pas.
Le nouveau moi a simplement fermé la porte derrière moi, laissé tomber ma mallette sur le sol, et soutenu leur regard. Vous auriez dû appeler d'abord, ai-je dit, ma voix vide d'émotion. Nous avons appelé, Michael, a dit ma mère, sa voix tremblant avec une fragilité répétée. 43 fois. Nous étions malades d'inquiétude. Nous devions nous assurer que tu allais bien. Je vais bien, ai-je dit, passant devant eux vers ma cuisine. J'ai ouvert le frigo et pris une bouteille d'eau. Mes mains étaient parfaitement stables. Je ne suis pas celui qui a le problème. C'est là que tu te trompes, a dit mon père, sa voix résonnant dans le petit espace. Il s'est levé, essayant de commander la pièce. Ta mère est détruite. Les plans de David et Jessica sont ruinés. La maison que nous avons construite pour l'avenir de cette famille est en péril, tout à cause de ton égoïsme. J'ai pris une longue gorgée d'eau, laissant le silence s'étirer. La maison que j'ai construite, tu veux dire, l'ai-je corrigé doucement. Il m'a ignoré. Nous sommes ici parce que nous t'aimons, fiston, a-t-il continué, son ton passant à celui d'une profonde déception paternelle. Et nous devons comprendre pourquoi tu nous ferais mal comme ça. Nous avons besoin que tu arranges ça. Il a fait un pas plus près. J'essaie de démarrer une nouvelle entreprise, une firme de conseil, pour finalement me remettre sur pied, pour arranger les choses. J'ai postulé pour un prêt commercial, mais avec ce gâchis d'Aspen, tout a l'air mauvais. J'ai besoin de ton aide, Michael, en tant que fils. J'ai besoin que tu arranges ça. C'était ça, le jeu final, l'appel à la culpabilité, au devoir, au rôle que j'avais joué toute ma vie. J'ai posé la bouteille d'eau sur le comptoir avec un clic doux. J'ai regardé du visage sincère de mon père au visage strié de larmes de ma mère, au regard en colère de David et au sourire suffisant de Jessica. J'ai lu ton plan d'affaires, papa, ai-je dit. L'air est sorti de la pièce. Ils m'ont tous regardé, leurs expressions figées dans un état de choc. Quoi, a bégayé mon père. Ton plan d'affaires, ai-je répété calmement, celui que tu as soumis à Harrison Capital pour ton prêt. Je l'ai lu, de la première à la dernière page. Ma mère avait l'air confuse. Comment pourrais-tu possiblement? Monsieur Harrison et moi avons une relation de travail, ai-je expliqué, les pièces de ma vie secrète s'assemblant pour qu'il voie. Sa firme se spécialise dans les entreprises liées à la technologie. Il m'envoie des propositions complexes pour révision technique. Il m'a envoyé la tienne la semaine dernière. Il n'avait aucune idée que nous étions parents. Petit monde, n'est-ce pas? Le visage de mon père a pâli. La façade patriarcale confiante s'est écroulée, révélant l'homme désespéré en dessous. Le plan est bien écrit, ai-je continué, ma voix aussi tranchante et précise qu'un scalpel de chirurgien. Mais il va être rejeté. Il va échouer pour exactement la même raison que Reynolds and son contracting a échoué. J'ai laissé ça planer dans l'air pendant un moment. Puis j'ai tourné toute mon attention vers mon père. J'ai parlé à Frank Peterson. Si le visage de mon père était pâle avant, il était maintenant couleur cendre. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Frank m'a parlé d'un trou financier, ai-je dit, ma voix baissant. Il m'a dit que ce n'était pas le marché qui a détruit l'entreprise. C'était un problème, un secret. C'est un vieil homme amer, a craché mon père, essayant de regagner son équilibre. Il ne sait pas de quoi il parle. C'était mon associé. Il avait un problème de jeu. Mon associé est mort. Il ne peut pas se défendre, a-t-il vociféré, gesticulant frénétiquement. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste marché vers ma mallette, sorti mon ordinateur portable, et l'ai connecté au grand écran de télévision sur le mur de mon salon. Tu as raison, il ne peut pas. Mais les chiffres peuvent. Sur l'écran, un ancien relevé bancaire de Reynolds et Son est apparu. J'ai surligné une série de gros retraits en espèces, tous faits les vendredis, totalisant près de 100 000 $ sur 6 mois. Ce sont les retraits qui ont coulé l'entreprise, ai-je dit. Maintenant, c'est intéressant. J'ai cliqué à nouveau. Un nouveau document est apparu sur l'écran à côté du premier. C'était une copie du relevé de carte de crédit personnel de mon père de la même période. Ce sont des avances de fonds, toutes de distributeurs automatiques dans plusieurs casinos majeurs de Las Vegas. Et regardez les dates. Elles correspondent. Parfaitement. Un halètement collectif a parcouru la pièce. Ma mère a regardé l'écran, sa main volant à sa bouche. L'expression suffisante de Jessica avait été remplacée par une horreur pure et non diluée. Mon père est resté figé, exposé. Le mensonge derrière lequel il s'était caché pendant 2 décennies était étalé sur un écran de 65 pouces dans le salon de son fils. Mais je n'avais pas fini. J'ai regardé David. Et toi, ai-je dit. Ma voix chargée d'une fureur froide que je ne savais pas posséder. N'ose pas prétendre que tu es surpris. Je ne savais pas, a-t-il bégayé, ses yeux écarquillés de panique. Vraiment? J'ai cliqué à nouveau sur la souris. Une nouvelle image est apparue.
C'était une photo de l'ancienne page de médias sociaux de David d'il y a 10 ans. Elle montrait un David radieux de 21 ans debout devant les fontaines de Bellagio à Las Vegas. La légende disait « Voyage d'anniversaire de 21 ans avec le meilleur papa du monde. Juste nous deux ». J'ai zoomé sur la date de la publication. Puis j'ai ramené les relevés bancaires. Selon les eurodatages, tu as posté ça le week-end exact où papa a fait le plus gros retrait unique des comptes de l'entreprise. Le retrait qui a finalement planté le dernier clou dans le cercueil. Tu étais là. Tu l'as vu. Tu savais. Le visage de David s'est effondré. Il ne pouvait pas parler. Il a juste regardé l'écran, le visage souriant de son moi plus jeune, un complice volontaire du crime qui avait défini ma vie. Je me suis finalement tourné vers ma mère. Et tu savais aussi. N'est-ce pas? Elle n'a pas croisé mon regard. Elle est juste restée assise là, tordant son mouchoir, la partenaire silencieuse dans la longue arnaque. La vérité était sortie. Toute. La pièce était épaisse avec les débris de leurs mensonges. J'ai regardé les quatre, ces gens qui partageaient mon sang, et je n'ai rien ressenti. Pas de colère. Pas de tristesse. Juste une paix profonde et vide. La paix d'une bataille finalement gagnée. La paix d'une porte de cage qui s'ouvre. Je pense, ai-je dit, ma voix calme et ferme, qu'il est temps que vous partiez tous. Personne n'a bougé. Ils étaient comme des statues dans un musée de leur propre destruction, figés dans des poses de choc et de désespoir. Mon père s'était effondré dans le fauteuil, son visage dans ses mains. Ma mère sanglotait doucement, de vraies larmes cette fois, du genre né de l'exposition, pas de la manipulation. David regardait le sol, son visage un masque de honte. Et Jessica regardait son mari et sa famille comme si elle les voyait pour la première fois, et elle était horrifiée par la vue. J'ai dit, partez, ai-je répété, ma voix plus dure cette fois. J'ai marché vers où mon père était assis. Je ne l'ai pas touché. Je suis juste resté là jusqu'à ce qu'il me regarde, ses yeux remplis d'un mélange pathétique de peur et de supplication. La clé de secours, papa. Sa main a tremblé quand il a atteint sa poche et sorti une seule clé sur un anneau d'argent simple. La clé de ma maison. La clé qu'il pensait lui donner le droit d'entrer dans ma vie quand il le voulait. Il me l'a tendue, et je l'ai prise de ses doigts tremblants. Le métal était chaud. Cet acte simple semblait briser le charme. Jessica s'est levée brusquement, sa chaise raclant contre le parquet. David, a-t-elle dit, sa voix mince et tranchante. Nous partons. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'a pas regardé mes parents. Elle a marché vers la porte, le dos droit, et a attendu. David, ressemblant à un petit garçon perdu, a trébuché pour se lever et l'a suivi sans un mot. Il ne m'a pas regardé en passant. Mes parents étaient les derniers. Ma mère s'est levée, encore en pleurs, et a traîné les pieds vers la porte, aidée par mon père, qui avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans en 10 minutes. À la porte, mon père s'est retourné une dernière fois. Michael, a-t-il commencé, sa voix un chuchotement rauque. Non, ai-je dit, le coupant. Il n'y a plus rien à dire, papa. Pas maintenant. Jamais. Il a reculé comme si je l'avais frappé. Il a donné un hochement de tête final et brisé et a guidé ma mère dans le couloir. J'ai fermé la porte derrière eux, et cette fois j'ai glissé le verrou. Le bruit sourd métallique était le plus doux son que j'ai jamais entendu. C'était le son de ma vie devenant mienne. Je me suis tenu dans le silence profond de mon appartement, le fantôme de leur présence flottant encore dans l'air. Je m'attendais à ressentir une vague de triomphe, de rage, de quelque chose. Mais tout ce que j'ai ressenti était un vide vaste et silencieux. Le combat était terminé. Maintenant, le nettoyage devait commencer. J'ai passé l'heure suivante à purger ma vie d'eux. J'ai bloqué leurs numéros sur mon téléphone, tous les 4. Je les ai bloqués sur les médias sociaux. J'ai créé de nouveaux filtres email qui enverraient n'importe quel message de leur compte directement à la poubelle. C'était un exorcisme numérique. Alors que j'étais sur le point de fermer mon ordinateur portable, un email est arrivé d'un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Tante Carole, la sœur de mon père. Mon premier instinct était de le supprimer, mais la curiosité a pris le dessus. Carole était la silencieuse de la famille, celle qui semblait toujours observer depuis les coulisses, un regard triste dans les yeux. J'ai ouvert l'email. Il était court. Michael, Hélène vient de m'appeler, hystérique. Elle m'a raconté ce qui s'est passé. Je ne connais pas tous les détails, mais je pense en savoir assez. J'appelle pour te dire une chose. Je suis tellement désolé. Je suis désolé d'avoir gardé le silence toutes ces années. Nous savions tous pour le problème de ton père. Nous avons tous vu ce qu'il te faisait subir, et aucun de nous n'a été assez courageux pour dire quelque chose. Nous avons laissé faire. Ce que tu as fait aujourd'hui, ça a pris un courage qu'aucun de nous n'avait. J'espère qu'un jour tu pourras pardonner à une vieille femme son silence.
Avec amour, tante Carole. J'ai lu l'email 2 fois, et alors, pour la première fois de cette soirée, j'ai senti des larmes monter dans mes yeux. Ce n'était pas la douleur de la trahison de mes parents. C'était le soulagement de la validation. Je n'étais pas fou. Je n'avais pas imaginé. Quelqu'un d'autre avait vu. Quelqu'un d'autre savait. Cet email court et simple était un cadeau. C'était la confirmation externe dont j'avais besoin pour savoir que le mur que je construisais n'était pas seulement nécessaire, mais juste. J'ai tapé une réponse simple, merci, tante Carole. Ce n'était pas ta faute. J'apprécie que tu aies pris contact. Quelques jours plus tard, Thomas est venu avec un pack de 6 bières et une pizza. Il m'a trouvé assis sur mon sol, entouré de brochures de voyage. On dirait que quelqu'un planifie une escapade, a-t-il dit, posant la pizza. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Je pense, loin, vraiment loin. Qu'est-ce qui s'est passé, a-t-il demandé, ouvrant 2 bières. Je lui ai tout raconté. L'embuscade dans mon appartement, l'ordinateur portable, les relevés bancaires, l'expression sur leur visage. Il a écouté attentivement, hochant la tête. Quand j'ai fini, il est resté silencieux longtemps. Putain, Mike, a-t-il finalement dit, secouant la tête avec incrédulité. Tu n'as pas juste brûlé le pont. Tu l'as bombardé depuis l'orbite. Il fallait que ce soit fait, ai-je dit, sentant un poids se lever de ma poitrine juste en racontant l'histoire. Les fondations étaient pourries. Tout devait s'effondrer. Et maintenant? J'ai pris une brochure. L'image sur le devant était d'une plage blanche immaculée, de l'eau turquoise, et un seul palmier qui se balançait. Le mot « Bali » était imprimé en lettres grasses. Maintenant, ai-je dit, un vrai sourire s'étalant sur mon visage pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, je vais voir le monde, selon mes propres termes, avec mon propre argent. Nous avons fait teinter nos bouteilles ensemble. C'était un toast à la fin d'une vie et au début d'une autre. 6 mois plus tard, je ne regardais pas juste une photo d'une plage à Bali. J'y vivais. Je n'avais pas juste fui. J'avais déménagé. Mon entreprise était ouverte à ce que je travaille à distance, et j'avais saisi l'opportunité. Mon appartement à Seattle était sous-loué, mes affaires en stockage. Mon nouveau bureau était un petit bureau en bambou dans une villa louée avec vue sur une rizière qui brillait d'une nuance presque irréelle de vert dans le soleil du matin. Le premier mois avait été dur, vraiment dur. Je m'asseyais sur ma véranda, écoutant les geckos chanter, et je ressentais un profond sentiment de solitude. J'avais chirurgicalement retiré une énorme partie de ma vie et les douleurs fantômes étaient réelles. Il y avait des jours où j'attrapais instinctivement mon téléphone pour appeler ma mère à propos de quelque chose de drôle que j'avais vu ou pour demander à mon père une question sur les réparations de maison avant de me rappeler. Oh, c'est vrai. Je ne fais plus ça. J'étais en appel vidéo avec Thomas un soir. Il était emmitouflé dans un manteau d'hiver à Seattle, et j'étais en t-shirt, transpirant dans l'humidité tropicale. Tu as l'air bien, mec, a-t-il dit. Tu as un bronzage. C'est la paix et la tranquillité, ai-je plaisanté, mais nous savions tous les deux que c'était plus que ça. Honnêtement, comment ça va, a-t-il demandé, sa voix sérieuse. J'ai pris une profonde inspiration, décidant d'être honnête. C'est bien maintenant, mais ce premier mois, c'était dur, Thomas. C'est une chose étrange, tu sais. J'avais l'impression de faire le deuil de gens qui sont encore vivants. Je ne faisais pas juste le deuil de la famille que j'avais perdue. Je faisais le deuil de la famille que je pensais avoir, celle que j'avais passé 20 ans à essayer de construire, et réalisant qu'elle n'avait jamais été réelle. C'est une pilule difficile à avaler. Mais tu l'as avalée, a-t-il dit. Oui, ai-je répondu, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en traits d'orange et de violet. Je l'ai fait, et je me sens plus léger, comme si j'avais porté un sac à dos de 50 kilos toute ma vie, et que je venais de l'enlever. En parlant de sac à dos de 50 kilos, a dit Thomas, son ton changeant, tu ne vas pas croire ça. J'ai rencontré un ami commun à toi et Jessica. Ah ouais? Apparemment, David et Jessica se sont séparés. Je me suis redressé. Quoi? Pourquoi? Eh bien, selon les ragots, a dit Thomas, se penchant vers sa caméra conspiratoriellement, tout s'est écroulé après cette nuit chez toi. Il s'avère que l'amour de Jessica pour David était profondément lié au style de vie qu'elle pensait épouser. La maison d'Aspen, la famille qui réussit, le statut. Quand tu as fait exploser tout ça et révélé qu'ils étaient une famille de menteurs construite sur une fondation de dettes et de tromperies, elle n'a pas pu le supporter. Le glamour était parti. Elle a dit à une amie qu'elle ne s'était pas inscrite pour une vie de mensonges et une ligne de crédit effondrée. J'étais sans voix. Mes actions avaient envoyé une onde de choc à travers tout leur écosystème, fissurant les fondations même de la vie parfaite de mon frère. Je ne me sentais pas heureux à ce sujet. Je ne me sentais pas vengé. Je ressentais juste une tristesse clinique distante. Leur monde était aussi creux que je l'avais toujours soupçonné. Waouh, ai-je finalement dit. Ouais, waouh, a convenu Thomas.
David est apparemment un désastre. Il a déménagé chez vos parents. Tous les trois se promènent dans cette vieille maison, celle dont tu as payé l'hypothèque pendant des années. La maison d'Aspen est sur le marché à perte. Nous avons parlé encore un moment de son travail, de ma nouvelle vie, de la nourriture étrange et merveilleuse que je mangeais. Après avoir raccroché, je me suis assis dans l'obscurité longtemps juste à écouter les sons de la nuit de Bali. Ma vieille vie semblait comme une histoire que quelqu'un m'avait racontée sur une personne différente. La colère était partie, remplacée par une paix calme et installée. La guérison n'était pas une destination où j'étais arrivé. C'était un chemin que je marchais chaque jour. Une semaine plus tard, un email que je n'avais jamais pensé voir est arrivé dans ma boîte de réception. Il avait été transféré par mon avocat, que j'avais engagé pour gérer la vente de certains biens communs que j'avais avec mes parents. Le sujet était simple, de Robert Reynolds. Mon premier instinct était de le supprimer sans le lire. Mon doigt a plané au-dessus du bouton, mais un type différent de curiosité, un type clinique et détaché, m'a fait cliquer pour l'ouvrir. C'était long, un manifeste divagant et auto-apitoie. C'était moitié excuse, moitié justification. Il était désolé pour les erreurs qu'il avait commises, mais il n'avait fait ça que parce qu'il était sous tellement de pression. Il était désolé que je me sente blessé, mais je devais comprendre sa perspective. Il a parlé de sa propre enfance difficile, de sa peur de l'échec. Il s'est peint comme la victime de sa propre faiblesse. Il a écrit sur la séparation de David, me blâmant pour le stress qui avait déchiré le mariage de son fils. Il a écrit sur la maison d'Aspen, le symbole de son rêve brisé. Le paragraphe final était le plus révélateur. Je sais que je n'ai pas été le père parfait, Michael a-t-il écrit. Mais le devoir d'un fils est envers sa famille, dans les bons et mauvais moments. J'espère qu'un jour tu trouveras dans ton cœur de nous pardonner et nous pourrons commencer à reconstruire ce que tu as brisé. Ce que tu as brisé. Pas ce qu'il avait brisé, pas ce que leur mensonge avait brisé, ce que j'avais brisé. Même maintenant, se noyant dans les débris de sa propre création, il ne pouvait pas le voir. Il voyait la vérité non pas comme un médicament, mais comme un poison. Et il me voyait comme celui qui l'avait administré. J'ai lu l'email une fois. J'ai ressenti un éclair de l'ancienne colère, un fantôme de l'ancienne douleur. Mais alors c'est parti, remplacé par un profond sentiment de pitié pour cet homme petit et brisé qui préférait vivre dans les ruines confortables de ses mensonges plutôt que dans la lumière dure et claire de la réalité. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas mis en colère. J'ai bougé ma souris, cliqué sur l'email, et l'ai traîné dans le dossier archive. Il a disparu de ma boîte de réception. C'était un acte final et silencieux de séparation. Il n'était maintenant qu'une partie de mon histoire, un fichier à ranger, plus une partie de mon présent. Je me suis levé, sorti de ma villa, et suis allé me promener sous le ciel brillant et plein d'étoiles. J'étais à des milliers de kilomètres de chez moi, mais pour la première fois de ma vie, je n'étais pas perdu. J'étais finalement, complètement libre. Ça fait plus d'1 an maintenant depuis cette nuit. Je suis encore à Bali. J'ai construit une vie ici, une vraie. J'ai des amis, un mélange d'expatriés et de locaux, qui me connaissent juste comme Michael. Pas Michael l'ingénieur logiciel, pas Michael le distributeur automatique de la famille. Juste Michael, le gars qui est étonnamment bon au surf pour un gars de Seattle, et qui fait une tentative terrible mais enthousiaste de parler indonésien. Ils ne connaissent pas toute mon histoire. Ils n'en ont pas besoin. Ils me valorisent pour ma présence, pas pour mon compte en banque. Notre amitié n'est pas une transaction. C'est une connexion. Parfois je pense à ma famille. Pas souvent, mais ça arrive. Je vois un père jouer avec son fils sur la plage et un éclair de quelque chose, un fantôme d'un souvenir, passe à travers moi. Je ne ressens plus de colère. Je ne ressens même plus de pitié. Je ressens juste de la distance. Ils sont des personnages dans un livre que j'ai fini de lire il y a longtemps. Je sais comment leur histoire se termine, et je n'ai aucun désir de me réécrire dans les pages. L'autre soir, j'étais assis sur la plage avec mes amis, regardant le coucher de soleil mettre le feu à l'océan. Quelqu'un jouait de la guitare, et nous rions tous de quelque chose de stupide. À ce moment, une pensée m'est venue avec le genre de clarté qui ne vient que quand vous êtes vraiment en paix. Pendant des années, ma plus grande peur était que si j'arrêtais de donner, je n'aurais rien. Si j'arrêtais d'être utile, je serais abandonné. Ma famille m'a appris que ma valeur était conditionnelle, que leur amour devait être gagné encore et encore avec chaque chèque de paie et chaque sacrifice. Ils ont fixé mon prix, et c'était toujours à rabais. Mais assis là, entouré de gens qui n'attendaient rien de moi à part ma compagnie, j'ai réalisé la vérité. Ma valeur n'a jamais été le problème. Ce n'a jamais été quelque chose à négocier ou à payer. C'était inhérent. C'était toujours là. Je devais juste être celui qui y croit finalement. Je devais être celui qui fixe le prix. Et le prix de ma paix, ma liberté, et mon respect de soi, j'ai appris, n'était pas à vendre à n'importe quel prix.
C'était quelque chose que je devais revendiquer pour moi-même. Et je l'ai fait. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné avec vous d'une manière ou d'une autre. Ça a été un voyage long et difficile, mais c'est un pour lequel je suis reconnaissant parce qu'il m'a mené ici à une vie de paix véritable. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû établir une limite ferme pour protéger votre propre bien-être ?